Donc, je suis très heureuse ce soir vraiment de vous accueillir à ce webinaire donc intitulé Activité, booster votre motivation grâce aux neurosciences. C'est un sujet qui est passionnant et vous êtes passionnés. Ce soir, vous êtes presque 80, ce qui me réjouit de savoir effectivement que ce sujet des neurosciences et de la motivation attire beaucoup. Donc, je vous ai proposé une invitation au voyage neuronal et nous allons avoir donc dans ce voyage 3 étapes, 3 escales avec des sondages, des questions. Et puis, je vous invite donc, pour ceux qui nous rejoignent encore, à utiliser le chat pour poser vos questions. Je choisirai par moment certaines questions, mais je ne pourrai pas répondre effectivement à toutes les questions, probablement, vu votre nombre très important ce soir. Quelques petits mots de présentation, voilà, pour présenter un des pilotes dans l'avion de ce voyage neuronal. Donc, je suis Gaëlle Souillap. Je suis coach PCC et je suis spécialisée, mon domaine de prédilection, c'est tout ce qui est le leadership humanisme. J'accompagne des leaders. Voilà, j'accompagne aussi les équipes dans tout ce qui est le changement, les transformations complexes. J'ai été formée au coaching à la fois individuel et collectif chez Ericsson Coaching International. Je suis maître praticien en PNL et puis je suis aussi docteur en médecine. Voilà, certifiée dans tout ce qui est les facteurs de motivation. Alors, la question que nous pourrions nous poser, c'est de se dire pourquoi les neurosciences? Qu'est-ce que nous apportent les neurosciences en plus par rapport à tout ce qu'on sait déjà sur la motivation? Quels sont les outils et les compréhensions complémentaires que vont nous apporter les neurosciences? Je vous ai dit, les neurosciences me passionnent. En fait, pour moi, c'est une façon extrêmement élégante de tenir étroitement liée ma formation scientifique de médecin et le coaching. Et ce voyage, en fait, aux sources de la motivation sera donc conduit, vous allez voir, par une démarche, en fait, de scientifiques, et nous allons être comme des aventuriers chercheurs, et nous aurons une démarche, nous allons avancer pas à pas dans le monde neuronal. Voilà, donc la question c'était de se dire effectivement comment est-ce que les neurosciences vont nous apporter des outils supplémentaires. Alors, je vous ai dit, nous allions fonctionner avec 3 étapes. 3 étapes ou 3 escales. Déjà, c'est de se dire de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que la motivation en termes de neurosciences? C'est une définition qui est extrêmement précise que nous allons voir ensemble. L'autre chose, c'est qui, où et quand. Et nous allons parler à ce niveau-là, des mécanismes, en fait, de la motivation en termes de neurosciences. Et puis, notre troisième escale, notre troisième étape sera le comment. Comment nous pouvons activer et booster notre motivation grâce aux neurosciences. Donc, je vous invite à cette première étape qui va être donc de quoi parle-t-on et en particulier la définition en termes de neurosciences. Alors, la première question, et je vous invite à prendre votre carnet de vol, je dirais, dans ce voyage neuronal, c'est simplement répondre vous. Qu'est-ce qui vous génère en vous de la motivation? Plusieurs réponses sont bien sûr possibles. Vous pouvez avoir des valeurs, vous pouvez avoir des choses très particulières, mais prendre le temps, vous voyez, maintenant, de répondre à cette question. Qu'est-ce qui génère en moi de la motivation? Nous allons continuer notre voyage et voir maintenant répondre à cette question du quoi. Qu'est-ce que c'est que la motivation en termes de neurosciences? Alors en fait, c'est tout un ensemble de mécanismes biologiques et psychologiques qui permettent l'action. C'est une définition qui a été donnée par un professeur et chercheur en psychologie cognitive qui s'appelle Alain Lurie et qui a donné donc cette définition qui permet son déclenchement. Je vous invite à couper les micros parce que ça fait un effet de résonance. Voilà, donc qui permet son déclenchement, son orientation vers un but ou à l'inverse s'éloigner de quelque chose et son intensité, sa persistance. Tout le monde connaît effectivement que plus on est motivé et plus l'activité sera grande et persistante. Nous allons continuer comme nous avons dit, des aventuriers chercheurs et aller observer. Quand nous sommes motivés,
nous avons des informations particulières. Il y a une sorte de déclic qui est préalable à toute action. Depuis la conception mentale de quelque chose jusqu'à la concrétisation dans le temps. Ça, voilà, il y a une sorte de déclic, tout le monde connaît ça. Et puis, vous avez aussi une mise en mouvement. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'origine étymologique de ce mot motivation. C'est motio, movere, se mouvoir. Et c'est la même étymologie qu'émotion. C'est intéressant, notons-le. Notons-le dans notre voyage. Émotion, motivation, voilà. C'est quelque chose qui est la même étymologie. Il y a aussi des déclencheurs qui sont des phénomènes extérieurs, par exemple la rencontre d'une personne, ou des phénomènes intérieurs. Par exemple la faim, la soif, c'est des phénomènes basiques, mais aussi la soif, excusez-moi, ou des mécanismes plus complexes comme les croyances ou les valeurs. Alors, nous continuons notre voyage. Nous venons de voir qu'il y avait un lien entre motivation et émotion. Il y a une même étymologie. Donc, c'est une observation. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le montrer scientifiquement? Et en fait, on va être aidé par des travaux, les travaux de Jacques Panksepp, qui est en fait le pionnier de l'étude sur l'aspect affectif des neurosciences. On a vu effectivement, vous voyez, dans ce voyage neuronal, qu'il y avait un lien entre l'émotion et la motivation. Et la réponse donc, nous est donnée au niveau scientifique par les travaux de Jacques Panksepp. Et son livre Affective Neurosciences, c'est vraiment le pionnier qui a travaillé là-dessus. Il a montré qu'en fait, nous avions 4 émotions. La colère qui va entraîner des comportements, par exemple, d'agression. À l'inverse, la détresse et la tristesse qui induit, par exemple, des pleurs. Et ce qui nous intéresse, nous, la peur qui va induire la fuite. Et à l'inverse, la joie. Alors, je reviens donc sur cette slide. Voilà, donc nous avons ces 4 émotions de base avec la colère qui va induire de l'agression, la détresse à l'inverse qui peut induire des pleurs, la peur ici, je vais y revenir, qui peut induire la fuite, et puis à l'opposé, ce qui nous intéresse pour nous, le désir et la joie. Et en fait, ce qu'on voit dans ce schéma qui a été montré par Panksepp, c'est qu'en fait, c'est la joie et le désir qui vont nous conduire vers l'exploration, vers la mise en mouvement, qui est vraiment la définition même de la motivation. Voilà, donc si on refait le tour à nouveau comme des aventuriers chercheurs, on se rend compte qu'en fait, nos émotions sont des déclencheurs d'action. Et qu'en fait, pour tout ce qui concerne la motivation, c'est la joie. C'est la joie, le désir qui va nous motiver. Donc, nous avons répondu maintenant à la question de ce quoi. Quoi de la définition. Et on voit aussi, je réinsiste un tout petit peu là-dessus, sur le côté peur. La peur est l'opposé de la joie. Si nous avons peur, nous ne pourrons pas mettre en place les mécanismes de la motivation. Je fais des liens. Dans les managements par la peur, dans le management où on va piquer les gens pour dire on va les motiver, c'est l'effet inverse qui va se passer. C'est l'effet inverse qui va se passer. Alors, nous allons continuer notre voyage aux sources de la motivation. Et nous allons maintenant répondre, dans notre deuxième escale, à la question du qui et du où. Où naît la motivation dans le cerveau? Où naît-elle? Et par qui? Alors, en fait, ce serait presque trop facile de dire il y a un endroit où naît la motivation. En fait, c'est tout un système de structures cérébrales qui vont fonctionner en réseau et pour traiter toute la chaîne nécessaire du processus et aboutir à un comportement motivé. Et c'est en fait la connexion de toutes ces structures entre elles qui vont conduire à la motivation. Il y a 3 régions qui vont nous intéresser. C'est le modèle, vous connaissez les 3 cerveaux de MacLean, le cerveau archaïque ou reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Alors,
on va rentrer un petit peu plus en détail. Vous voyez, on est toujours cet aventurier qui s'avance dans le système neuronal. Et nous avons ces trois régions. Juste pour revenir sur ce modèle de McLean des trois cerveaux. En fait, c'est un modèle qui est facile, mais qui en fait est faux. Parce que nous ne sommes pas trois cerveaux séparés et tout fonctionne par un système de connexion. Nous avons donc ce cerveau reptilien qui est le plus ancien, qui s'est à peu près construit il y a 500 millions d'années, et que nous avons en commun avec les reptiliens, dont le but est vraiment la survie. C'est le maintien des fonctions homéostasiques. Nous avons après le cerveau limbique, avec une partie un peu plus ancienne, le paléolimbique, et puis le néolimbique. Et le néolimbique que nous avons en commun avec les mammifères. Il est un petit peu plus récent, lui, il a à peu près 250 millions d'années. Et puis nous avons la partie supérieure, le cortex, ici, un peu partout, et en particulier ici, le cortex préfrontal qui va nous intéresser dans les phénomènes de motivation, qui lui est vraiment la spécificité de l'être humain. Et alors, ce qui est encore plus chouette, c'est de se dire que chez nous, toute cette partie ici, ça représente 80% de notre cerveau. Voilà. Alors, je vous ai mis à côté un cliché d'IRM cérébral pour vous montrer que ce n'est pas une bulle d'esprit de construction scientifique. Et que ça, voilà, hein, ça c'est un adulte. Vous voyez, on a le reptilien qui est ici, dans la zone au niveau du tronc cérébral, tout notre système limbique des émotions, le cerveau des émotions qui est ici, et puis le cortex qui fait notre spécificité d'être humain qui est là, avec bien sûr celui qui va nous intéresser, c'est la partie frontale, le cortex frontal. Alors, on va s'intéresser de se dire, ok, j'ai compris, émotion, motivation. Les émotions, c'est dans le système limbique, donc il doit y avoir un lien entre motivation et le système limbique. On continue. Nous avons effectivement les motivations qui naissent dans ce cerveau de l'émotion. La motivation, elle naît là. Et vous voyez que c'est aussi là où tout ce qui est les sentiments, les décisions spontanées, les réactions intuitives. Nous avons le cerveau reptilien avec tout ce qui est l'instinct de survie, tout ce qui est l'automatisme, les réponses de défense. Et puis, notre cerveau préfrontal qui est le lieu de ce qui fait notre spécificité d'être humain, notre capacité d'adaptation, d'évolution, d'avoir une réflexion out of the box, une intelligence globale, une décision pondérée, une maîtrise personnelle. Alors, j'ai fait un lien pour ceux qui connaissent avec tous les modèles de gouvernance qu'on voit dans l'INC. Vous voyez qu'en fait, notre zone préfrontale, c'est la gouvernance adaptative. La zone limbique, c'est la gouvernance émotionnelle. Et puis, nous avons, au niveau reptilien, une gouvernance instinctive et grégaire. OK, on continue notre cheminement. Nous avons vu que ça se passe au niveau du limbique, au niveau de l'émotionnel. On rentre un peu plus dans les détails. Alors, en fait, l'émotion, elle va naître ici, dans ce système limbique. On a une coupe, vous reconnaissez le système limbique, ici le reptilien et puis ici le cortex préfrontal. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux noyaux qui sont fondamentaux dans notre cerveau. Qui sont l'ATV, l'aire tegmentale ventrale, et le noyau accumbens. C'est à partir de ces deux noyaux qui sont situés dans l'aire limbique que va naître la motivation. Ils vont transmettre après des informations, alors peu importe toutes les structures, le septum, mais surtout vers le cortex préfrontal. Donc on voit ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une sorte de complexification du traitement de la motivation qui passe du limbique au préfrontal. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du système de la peur. La peur, dans les émotions, va, entre guillemets, bloquer, débrancher la joie. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que la peur, elle est traitée ici. Elle est tout près, tout près. La peur, elle est là, et la motivation, elle est là, dans le cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous allons avoir peur, ce système-là va être bloqué. On continue notre voyage? Vous continuez à être accroché avec votre carnet de bord. Donc, on va aller répondre maintenant. On a répondu, vous voyez, au qui, au où, et on va aller voir maintenant le quand. Quand est-ce que notre système, en fait, de motivation va se mettre en route? Alors là, on est comme des chercheurs, et en fait, il y a une nouvelle notion, une info qu'on introduit supplémentaire. C'est, on est motivé quand il y a une activation du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, en fait, dans notre construction identitaire d'être humain, c'est fondamental. Nous ne pouvons nous construire identitairement que parce que nous sommes reconnus, que parce que nous avons de la reconnaissance. C'est-à-dire nous sommes reconnus dans notre identité.
Et en fait, c'est cette recherche presque ontologique de reconnaissance qui va entraîner l'activation de ce système de récompense, de ce circuit de la récompense. En fait, il y a 3 circonstances dans lesquelles ce système de la récompense est activé, ce circuit. Des circonstances affectives, le plaisir suscité par des récompenses et à l'inverse, le déplaisir de punition. Les motivations à la recherche de signes de reconnaissance de quelque chose. Chez l'enfant, c'est très très marqué, où il attend la reconnaissance de ses parents. Ça qui va le motiver pour faire quelque chose, dans le regard de sa mère, en particulier chez les tout petits. Et puis, des circonstances cognitives. Nous apprenons des comportements d'adaptation qui vont induire des signes de reconnaissance par la mémoire. Ok, donc on a introduit ce système de récompense, ce circuit de récompense. Comment on fait le lien maintenant avec ce qu'on vient de voir? Là, on boucle la boucle en fait. Ce qui est génial, c'est que ce circuit de la récompense, en fait, c'est l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens. C'est dans ce niveau-là que se situe le circuit de la récompense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, lorsqu'on reçoit un feedback positif à la suite d'une action ou d'un comportement, il y a une satisfaction physiologique de notre besoin de reconnaissance. Et nous allons activer notre cortex préfrontal. Alors, une autre façon de voyager à l'intérieur des neurones. Nous avons, vous voyez, en fait, nous recevons de l'information extérieure par nos sens, par l'ouïe, par la vue, par le nez et par la bouche. Nous entendons une reconnaissance. Le dossier que tu m'as rendu, c'était vraiment super. Il y avait toutes les infos. Hop, ça passe ici. C'est traité par l'amygdale. L'amygdale, elle entend quelque chose de positif. Elle traite un signal positif. Elle va aller transmettre cette information à l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, qui va venir activer notre cortex préfrontal. Donc, lorsqu'on me dit ton dossier ce travail était fabuleux, c'était super, je vais pouvoir avoir des phénomènes adaptatifs, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir réfléchir, je vais pouvoir avoir une intelligence globale, je vais pouvoir innover. Première possibilité. Deuxième possibilité, j'entends ce dossier c'est nul, tu n'as pas donné le meilleur de toi. L'amygdale va être hyper activée. Il y a le phénomène de peur et c'est le circuit de la peur qui va être activé et qui va venir littéralement débrancher le cortex préfrontal. Et là, on fonctionne en mode peur, en mode limbique, c'est-à-dire ici, et nous ne fonctionnons plus sur ce qui fait notre spécificité d'être humain, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme des mammifères. Donc, je tords le cou à tous ces phénomènes de stress positif, de peur. Ça fonctionne dans l'immédiateté, ça fonctionne pas à long terme. Et surtout, ça n'active pas notre cortex préfrontal qui fait de nous des êtres humains. Ok, donc on a répondu à la question du qui, on a répondu à la question du où, on a répondu à la question du quand, le système de récompense, l'activation du cortex préfrontal, mais il reste encore 2 questions en suspens. C'est comment est-ce que le message il est transmis entre on reçoit quelque chose ici et puis tout ça s'est activé. Donc c'est là qu'on va faire intervenir les neurotransmetteurs. Puis il y a une deuxième question qui est un peu frustrante, un peu agaçante quand on est justement un être humain, c'est de se dire mais en fait, est-ce qu'il y a que le circuit de la récompense qui va activer la motivation? Enfin, on n'est pas la carotte, voilà. Hein, il y a quand même autre chose qu'un système de récompense. Donc, ce que je vous propose, on continue notre voyage, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que le message va être transmis? Et là, on fait intervenir les neurotransmetteurs que vous connaissez de moins de nom, hein, la dopamine et l'ocytocine. Donc, quand on a ici l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens vont transmettre par des neurones grâce à des neurotransmetteurs, dopamine et ocytocine. La dopamine, c'est celle qui va permettre la compétitivité, qui va galvaniser l'attention, augmenter la performance. Et vous en avez un deuxième, il y en a plusieurs, mais c'est ces deux-là qui sont les plus importants, c'est l'ocytocine qui intervient dans les phénomènes de confiance. Quand vous travaillez dans une équipe, si vous avez confiance les uns avec les autres, en votre manager, en votre organisation, il y a des phénomènes de confiance, vous serez motivé. Vous serez attaché à quelque chose. Tout ce qui va favoriser les fameux team building hein, vont stimuler cette ocytocine. Donc, on sera motivé. Et les formes aussi de générosité et de coopération. Donc, c'est un neurotransmetteur qui est fondamental.
Alors, on continue notre voyage. Donc, nous avons répondu à la question maintenant du comment ça se passe. Donc, en fait, ce sont ces fameux neurotransmetteurs hein, qui sont euh, produits, on va dire, au niveau de certaines zones. On va répondre maintenant à la deuxième question. Hein, c'est de se dire, euh, OK, mais il n'y a quand même pas le circuit de la récompense qui nous motive. C'est quand même pas toujours la récompense. Et heureusement, parce qu'on est des êtres humains. Donc, à l'inverse des mammifères, c'est pas la récompense qui va nous motiver. Loin de là, et heureusement. Et ça, c'est lié au fait que nous avons, alors c'est une autre vue en fait hein, du cerveau. Ici, on a le néocortex préfrontal. Ici, on a la zone limbique et puis euh, la zone reptilienne. Et ce qui se passe en fait, c'est que notre cerveau, notre cortex préfrontal va exercer un rétrocontrôle, va venir dire stop, par exemple à l'amygdale. Lorsque nous avons peur, par exemple, euh, nous sommes capables, à l'inverse des mammifères, par exemple, de travailler sur notre peur. Parce que cette partie-là de notre cerveau va venir réguler nos émotions négatives. Ce qui est intéressant concrètement, on va y arriver après sur le comment, mais c'est que ce cerveau-là aussi est extrêmement long. Donc si nous voulons booster et activer, parce que c'est lui le chef d'orchestre en final, c'est lui le chef d'orchestre de la motivation, mais si nous voulons qu'il soit actif, il faut le faire travailler, il faut le mettre en action, il faut qu'il s'entraîne comme un sportif en fait. Et comme c'est un cerveau qui est le plus lent par rapport aux deux autres, il faut lui donner la possibilité de travailler. Il faut lui donner la possibilité d'avoir des activités réfléchies, des activités lentes. D'où, je pense à un titre d'un livre, vous savez, l'éloge de la lenteur ou l'éloge de la tortue. Ben, ça vient de ça. Ça vient du fait que ce cerveau est tellement plus lent qu'à un moment, il faut que nous fassions des activités plus lentes pour lui permettre de se développer. Voilà. Et c'est parce qu'il est là, celui-là, que nous vivons comme des êtres humains supérieurs, cortiqués, entre guillemets, et que nous ne vivons pas sous l'influence seulement des émotions. Voilà. Nous avons répondu à ces questions du qui, du où, du quand, et on voit que, effectivement, le chef d'orchestre, c'est lui, le cortex néofrontal. Nous allons voir maintenant le comment. Le comment, maintenant, c'est logique. Hein, on avance comme des chercheurs dans ce voyage aux sources de la motivation. C'est OK, j'ai compris. En fait, euh, c'est stimuler mon cortex préfrontal, puisque c'est lui le chef d'orchestre, et puis maîtriser la zone reptilienne. Donc, la zone reptilienne, c'est les instincts. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille sur la peur, limiter toutes les circonstances dans lesquelles la peur sera là. Et on peut faire le lien, voilà, encore une fois, avec le management, avec toutes les situations où on dit la peur est importante. Non. Non. Et au contraire, à l'inverse, si on veut être motivé, il va falloir que notre néocortex préfrontal, on le fasse travailler. Et je refais encore un lien, une fois, avec cette fameuse gouvernance adaptative. C'est le phénomène de faire la bascule et passer en mode adaptatif. Je ne suis plus sous la gouvernance émotionnelle ou instinctive, je passe en mode adaptatif. OK, bon, on continue. Euh, alors, on boucle la boucle, hein, vous voyez, là, on revient à nouveau aux émotions. J'ai mon cortex frontal, mais j'ai besoin d'une émotion positive. Donc, euh, il va falloir que je sois là. Et je vais boucler, c'était un de mes sondages, mais qui n'est pas passé, c'était de dire comment vous, dans votre quotidien, vous favorisez la joie. Quelle est la place de la joie dans votre journée? Voilà, c'était un des sondages, mais qui malheureusement n'est pas passé. Alors, euh, on continue dans notre question, toujours du comment. Vous avez vu qu'en fait, tout ça consiste en fait à développer sa neuroplasticité. D'aller dire, moi, ce que je veux, c'est développer mon néocortex préfrontal, modifier des circuits neuronaux. Et comme c'est, je vous disais, un cerveau qui est extrêmement lent, il y a des prises de conscience nécessaires, une pensée maîtrisée, des actions dirigées et des motivations qui vont être adaptées. Je vais vous proposer 10 mesures pour prendre soin de votre cerveau et améliorer votre motivation. Voilà, je vais laisser cette slide pour que vous puissiez
excusez-moi, je vais un tout petit peu trop vite, prendre les 10 mesures possibles et peut-être écrire tout de suite euh, qu'est-ce que moi j'ai envie. Je vais vous poser des questions sur, voilà, on va le faire. Normalement, il y a des sondages, mais qui passent pas, donc on va le faire en direct comme ça. Euh, on a vu qu'en fait, il fallait placer le reptilien en zone surveillée. Donc, quand vous êtes, par exemple, sous un phénomène de stress ou de peur, qu'est-ce que vous connaissez de votre mode de réaction? Est-ce qu'on est plutôt en mode agressivité, le fameux mode lion? Est-ce que nous sommes plutôt en mode fuite, la gazelle, ou la paralysie du lapin? Ok, ça, je prends conscience de mon mode mental. Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Les autres peuvent aussi nous donner des feedbacks. Donc, observer les modes mentaux. Savoir aussi écouter et répondre aux messages du corps et des émotions. Qu'est-ce que me dit mon corps de certaines choses, hein? Il est très explicite. Et comment est-ce que j'écoute mes émotions? Les émotions positives et les émotions négatives, bien sûr. Alors, on a vu l'importance de la joie et du désir. Donc, comment dans mon quotidien, je vais activer toutes mes émotions positives, mes ressentis positifs. Comment est-ce que je peux augmenter cette immense réserve d'énergie positive quotidiennement? Comment est-ce que je peux aussi avoir de la gratitude pour certaines choses? Me faire des compliments aux autres, hein, c'est dans les deux sens. Je vais augmenter les émotions positives. Et puis, quel comportement d'ajustement je vais vouloir faire? Alors là, on est en lien aussi avec les modes mentaux, le mode lion, gazelle ou lapin. Qu'est-ce que je veux changer dans ce comportement? Qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Qu'est-ce que je vais continuer de faire ou qu'est-ce que je vais commencer à faire? Donc, rester attentif à soi-même. Et là, je refais aussi le lien avec ce fameux cortex, néocortex préfrontal. Euh, Comment est-ce que je prends le temps du silence, de la lenteur parfois, de poser mes valises juste pour dire, je veux réfléchir sur ça, par exemple sur ce comportement, sur telle ou telle chose. Euh, voilà. Et puis, euh, comment est-ce que je perçois et je gère le stress? Donc, on a vu, hein, quand on est sous stress, activation du circuit de la peur, débranchage du cortex néofrontal. Donc, comment est-ce que je gère ce stress? Qu'est-ce qui, moi, me ressource pour essayer de limiter ce stress? Euh, et puis, les nouvelles activités, hein, le fait d'avoir des choses nouvelles qui vont nous motiver. Hein, ce qu'on dit, ça me motive, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, donner la préférence aux relations qui sont stimulantes, qui nous apportent de la joie, encore une fois. Alors, je vais vous proposer, nous allons le faire sans la technique, puisque là aussi, il y avait des sondages. Je vous propose un cas concret. Voilà, on va se mettre en application. On a vu pas mal d'infos, des exercices pratiques. Je vous invite à le faire. Voilà, prenez un crayon, vous notez. Euh, donc, nous sommes jeudi 16, il est 19h, un peu plus de 30. Voilà, fin de semaine, c'est le mois de mai, il y a eu des jours fériés, donc on connaît tous à peu près ça, où on a des périodes un peu de surcharge de travail à cause des jours fériés. On en profite des jours fériés, mais du coup, on travaille un peu plus les jours où on est présent. Donc, c'est demain matin, il est midi 20, et puis vous sentez que vous avez faim. Voilà. Puis vous aviez planifié de terminer un dossier hyper important avant le week-end. C'est vendredi, voilà, ça je vais avoir bouclé, c'est vraiment important. J'ai une deadline sur ce dossier. J'ai faim. Et puis là, il est midi 20, je reçois un mail très urgent de mon manager ou alors d'un client important. Et voilà, je me sens un peu l'obligation de répondre à ce mail. Alors, la question, c'est par rapport à cette situation, je vais remettre du coup la slide parce que vous n'avez plus de support visuel. Par rapport à cette situation, hein, où on est voilà vendredi, qu'est-ce que je sais de mon mode de réaction? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais être plutôt sur le mode agressif? Voilà, c'est pas possible. Vendredi, il dit ben, le email urgent, j'ai un dossier. Est-ce que je vais être sur le mode fuite, c'est-à-dire, ok,
je laisse tomber là, je fuis devant cet email de mon manager ou de mon client, ou alors je suis en mode paralysie, le lapin, c'est-à-dire je suis tétanisée. De ce que vous connaissez de votre mode de réaction, ce sera quoi dans cette situation? Voilà, je vous invite, vous voyez, à observer votre mode mental et de voir où est votre reptilien. J'entends des rires, il y a encore des micros qui sont ouverts. Ok, alors je vous propose une deuxième question par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous voulez privilégier pour garder votre motivation, même pour la booster par rapport à ça? Alors je vous propose différentes possibilités. Déjà, je vais aller déjeuner. Je vais imaginer même le plaisir ou la joie que je vais avoir lorsque j'aurai terminé mon travail. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais me prendre les 15 minutes de pause, de sieste après le repas, histoire de recharger les batteries. Et puis, je vais même me dire que c'est une bonne expérience, voilà, ou je vais faire tout ça à la fois. Je vous invite à chacun vous dire qu'est-ce que j'ai envie de moi de faire dans cette situation. C'est demain midi, Qu'est-ce que je veux faire? Voilà, qu'est-ce que je veux faire moi demain par rapport à ça? En fait, vous voyez que sur les propositions que je vous ai faites, il y a des choses qui tiennent compte de votre corporel, de vos pensées positives, des émotions positives, le fait de prendre du temps ou d'autres. Voilà. Ok. Et puis, voilà, à la suite de ce voyage aux sources de la motivation, vous posez la question de moi la première, la question de quel sera mon voyage aux sources de la motivation? Quel sera mon voyage à moi? Alors, une question intéressante, mais qui pourrait s'appliquer effectivement aux autres modes. Comment, lorsque la paralysie est le mode mental, faire pour avancer ou le dépasser? En fait, quel que soit le mode mental, qu'on soit en mode paralysie, mode fuite ou mode agressivité, c'est de passer, faire la bascule, en fait, c'est ça. Passer d'une gouvernance émotionnelle à une gouvernance adaptative. Donc, c'est-à-dire faire travailler. Qu'est-ce que je me rends compte que je suis en mode paralysie? Ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? C'est peut-être simplement me mettre en action. Si je suis en mode agressivité, ok, je vais baisser l'agressivité. En fait, le principe, quel que soit le mode, c'est de changer la gouvernance, de passer d'être de l'émotionnel au néocortex. Comment ne pas se laisser envahir par le stress? C'est une bonne question, ça aussi. Ça revient en fait aux 10 mesures proposées, c'est-à-dire notre cerveau, notre cortex néofrontal étant le plus lent, les phénomènes de stress vont être extrêmement rapides. Enfin, tous les phénomènes émotionnels sont plus rapides que notre réflexion rationnelle. Donc, c'est de l'entraîner. C'est de l'entraîner en permanence. Donc, vous avez les 10 mesures, c'est dire, je m'observe et puis après, je vais stimuler les émotions positives. Je vais répondre aux messages de mon corps. Je vais aussi ajuster des comportements si je suis en paralysie, en agressivité. Je vais me donner le temps du silence, me donner le temps de la réflexion. Hein, encore une fois, je reviens sur ce fameux néocortex qui est le chef d'orchestre de la motivation. Je lui laisse de la place pour qu'il puisse s'entraîner en fait. C'est comme un coureur, comme un marathonien. Plus on va l'entraîner ce néocortex et plus en phénomène de stress, il pourra être actif. Hein, c'est ce qu'on voit chez tous les gens qui, par exemple les militaires, voilà, qui s'entraînent régulièrement, non seulement physiquement, mais dont le cerveau est entraîné à répondre à des phénomènes de stress extrêmement élevés que nous ne pourrions pas supporter. Quand on a un client non motivé, qu'on veut l'accompagner, est-ce qu'on peut lui proposer cet exercice? Oui, bien sûr. Hein, le fait justement de comprendre comment ça marche, c'est déjà activer son néocortex préfrontal. Ah, ok, je comprends ce que c'est que le stress. Bon, bah, très bien, je vais mettre en place certaines choses.
Ce phénomène de compréhension, bien sûr, est fondamental aussi au départ. Ah, une question aussi. Comment aborder une conversation délicate, exemple le cas du dossier qui n'est pas au niveau demandé, sans mettre son interlocuteur dans l'appréhension, la crainte, la peur, sans le démotiver? Euh, En fait, la première chose, souvent, c'est dans un dossier, tout n'est pas, n'est pas mauvais, entre guillemets. Il y a toujours des choses qui sont bonnes. C'est d'aller déjà pointer, c'est un état d'esprit, d'aller pointer, c'est dire qu'est-ce qui est bien fait là-dedans, qu'est-ce que j'aime dans ce travail. Peut-être l'implication du collaborateur, même si le dossier n'est pas extraordinaire. Et après, le questionner en mode coach, qu'est-ce que tu pourrais améliorer là-dedans? Et être extrêmement factuel, hein. On n'est pas, encore une fois, sur du ressenti, de l'émotionnel, mais dire ça, dans ton dossier, j'ai bien aimé. La partie A, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu pourrais changer ou revoir dans la partie B? Voilà. Et puis l'accompagner, hein, pour ça. Merci donc pour ce voyage. Et puis n'hésitez pas à me contacter, à me joindre si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ce voyage neuronal aux sources de la motivation.